Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Le baby blues, on en parle facilement, mais la dépression postpartum reste encore trop tabou. Pourtant, environ 20% des mères en souffrent dans la première année post-accouchement, et même les pères peuvent être touchés. Comment la reconnaître? Quels sont les signes qui doivent alerter? Et surtout, comment s'en sortir? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Françoise Guérin, psychologue spécialisée en périnatalité et écrivaine. Un échange essentiel pour mieux comprendre cette réalité et briser le silence autour des défis qu'on peut connaître en postpartum. Bonne écoute! Bonjour Françoise, je suis ravie de te recevoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Ensemble, on va parler d'un sujet qui est crucial mais qui est aussi encore assez méconnu, la dépression postpartum. Alors si Mmh. le baby blues est souvent librement mentionné, on se rend compte que la dépression postpartum, elle reste encore assez taboue. J'ai fait quelques recherches avant notre échange aujourd'hui et j'ai trouvé qu'il y a environ une mère sur 6 qui fait une dépression du postpartum dans les 2 mois après la naissance et environ 20% dans la première année. Donc c'est quand même très significatif. Mais aussi que la dépression du postpartum, c'est pas une exclusivité des mamans, elle touche aussi environ 10% des pères. Donc j'ai vraiment hâte, d'échanger avec toi, davantage sur le sujet pour Mmh. en savoir, plus et surtout, comment l'identifier, comment aider, les mamans ou les papas qui vivent, ces moments-là, difficiles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, merci Alicia. Je suis Françoise Guérin, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. C'est quelque chose, que je pratique depuis très longtemps, de recevoir, des mères et des bébés, d'abord à l'hôpital, en unité mère-bébé, puis en centre parents-bébés, dans un centre médico-psychologique et puis maintenant en libéral. Parallèlement à cette activité de thérapeute en périnatalité, j'ai aussi une activité d'écrivaine et forcément la périnatalité a été l'objet de plusieurs romans que j'ai écrits, qui sont parus, l'un chez Albin Michel qui s'appelle Maternité et l'autre chez Erol qui a pour titre On noie bien les petits chats. Et puis le dernier roman que j'ai écrit traite aussi de périnatalité avec l'histoire de 4 jeunes mères qui se rencontrent dans un moment pas simple pour essayer de se soutenir les unes les autres. Voilà à peu près qui je suis. Et j'ai aussi beaucoup enseigné et j'enseigne encore la psychopathologie du bébé, c'est-à-dire les difficultés psychiques qu'un bébé peut ressentir dans ses premiers mois ou dans sa première année, dans les liens avec ses parents notamment. Est-ce que tu peux, nous expliquer, ce qu'est la dépression du postpartum et quelle est la différence entre baby blues et dépression du postpartum? Alors oui, c'est très important de faire la différence parce que le terme baby blues est un terme qu'on entend énormément quand on est une jeune mère et qui est employé tout le temps à tort et à travers. On entend par exemple des pharmaciens à qui une mère dit ça va vraiment pas ou qui pleure quand elle vient acheter les vitamines de son bébé. On entend des pharmaciens dire oh oui c'est rien, c'est le baby blues. On entend des familles dire oh bah t'es un peu énervé, c'est le baby blues, etc. Y compris quand l'enfant a déjà 6 mois, 9 mois, etc. Alors qu'en réalité le baby blues, il faut savoir que c'est un temps très court qui se produit en général dans les 2 jours après la naissance du bébé jusqu'au maximum 10e jour. Enfin, vraiment 10e jour pour ceux qui sont longs. Et en général, ça dure plutôt quelques heures à 2-3 jours. Et ça se manifeste par une espèce de tempête émotionnelle qui se produit dans les suites de l'accouchement, un peu au moment de la montée de lait, au moment aussi des remaniements hormonaux très importants qui interviennent après un accouchement. Quand je parle de tempête émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une grande labilité de l'humeur. Ça veut dire que l'humeur, elle change sans arrêt. Vous vous levez le matin, vous êtes au bord des larmes, puis 2 heures après, vous riez, vous avez un fou rire, on ne sait pas pourquoi. Et puis encore un petit moment plus tard, peut-être un quart d'heure plus tard, vous êtes très énervé, et là encore, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Puis vous avez de l'angoisse, puis vous avez de nouveau de la tristesse, enfin une espèce de maelstrom d'émotions dans lesquelles les mères sont prises et qui les rend extrêmement fragiles. S'ajoute à ça le fait qu'elles dorment très mal. Alors en même temps, dormir à la maternité, c'est pas simple,
D'abord parce qu'on vient d'accoucher et que le corps s'en souvient très très bien. Ensuite, parce qu'il y a un bébé tout de suite à côté, et les bébés, ça fait du bruit en dormant. Et puis surtout, ça produit tellement d'inquiétude. Enfin, on est quand même sidéré de ce qu'on vient de produire là, de l'effort surhumain pour accoucher, pour accueillir ce nourrisson, de l'énigme qu'il est, etc. Donc, il y a tout un mélange de choses, à la fois hormonales, psychiques, avec déjà des poussées d'angoisse en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle idée de faire ce bébé? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma vie est fichue. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, tout un mélange. Mais ce qui est très caractéristique, c'est que d'abord, il n'y a pas de traitement pour ça. Il faut surtout laisser la mère tranquille. C'est pour ça que limiter les visites à la maternité, comme ça se fait un peu plus depuis le Covid, c'est plutôt un bon plan pour la plupart des mères, parce que quand on est dans cet état-là, on a surtout besoin de se poser avec son bébé, son compagnon ou sa compagne, plutôt que de voir défiler les vieilles tantes qu'on n'a pas vues depuis des années, quoi. Enfin, c'est vraiment pas le moment de ça. Et puis que justement le compagnon ou la compagne limite un petit peu les interactions, s'occupe des choses, etc., qu'il y ait moins de soucis à porter pour les jeunes mères. En général, c'est complètement résolutif en 48 heures, maximum 10 jours. C'est pour ça que toute mère qui présente vraiment des signes de souffrance psychique au-delà du 10e jour du bébé, par défaut, on considère que c'est une dépression postpartum. Voilà, Même si du coup, ça s'inscrit pas, dans le temps, sur le long terme? Si, évidemment qu'on peut avoir un coup de mou ou avoir un moment de désespoir un matin et puis que ça soit juste un moment de tristesse. Oui, Enfin, du coup, même au-delà de ce 10e jour, c'est-à-dire ça t'arrive 3 semaines après la naissance de ton enfant, tu sens une chape de plomb, mais finalement ça s'inscrit pas dans le temps, c'est pas pour autant une dépression du voilà, postpartum. si ça dure quelques heures, c'est tout simplement la vie ordinaire qu'on a avec nos émotions. Non, là, effectivement, je parle de quelque chose qui dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Peut-être que je vais commencer à parler de la dépression elle-même, parce que là, le baby blues, vraiment, j'incite à ce qu'on soit très clair avec ça. Le baby blues, c'est autour de la naissance, de la maternité. Ça peut arriver aussi après une IVG, après une interruption médicale de grossesse, mais la plupart du temps, c'est vraiment... Alors, on considère que c'est environ 80% des femmes qui ressentent ça. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de pathologique, on est dans une espèce d'adaptation psychique et hormonale à la situation qu'on est en train de vivre. Et bien entendu, si on n'a pas fait de baby blues à la maternité, c'est pas grave. Parce que d'un seul coup, certaines vont dire oh oui, mais moi j'en ai pas eu, est-ce que je suis une mauvaise mère? Non, non, non. On n'est pas obligé de souffrir pour être une bonne mère. Il n'y a aucun souci avec ça. La dépression postpartum, elle va venir bien plus tardivement. C'est-à-dire que souvent, elle va venir entre 6 semaines et 2 mois après la naissance du bébé, sauf, je précise, sauf si on a fait une dépression pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des dépressions de la grossesse qui peuvent être parfois très lourdes à vivre et qui, si elles n'ont pas été traitées pendant la grossesse, et on sait les traiter pendant la grossesse, mais si elles n'ont pas été traitées pendant la grossesse, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas là après la naissance. La naissance, ça ne guérit pas la dépression de la grossesse, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. Est-ce que ça peut l'exacerber? Oui, ça peut l'exacerber, absolument. Ou ça peut se la présenter sous une autre forme, où il peut y avoir un petit temps de soulagement, parce que parfois les dépressions de la grossesse sont aussi liées au fait que certaines femmes vivent mal la grossesse, avec ce qui se passe à l'intérieur d'elles physiquement. Mais très souvent, si on n'a pas traité la dépression de la grossesse, elle réapparaît en termes de dépression du postpartum. Donc, la dépression du postpartum, c'est une vicieuse, c'est-à-dire qu'elle arrive en douce. Elle sonne pas un matin à la porte en disant « Coucou, ça y est, c'est moi la dépression postpartum », ce qui nous serait pratique parce qu'on se dirait « Oula, il y a un truc qui nous arrive, vite, je fonce voir un psy ». Mais au contraire, elle s'installe très doucement, très progressivement, à mesure qu'on enchaîne les nuits sans sommeil, la fatigue liée à l'allaitement, au maternage, etc. Et de manière encore plus caractéristique, au moment où on reçoit le moins de soutien finalement. Puisque au début, les gens sont un peu plus proches, dans les meilleurs des cas, le compagnon ou la compagne est encore à la maison pour soutenir, et puis la dépression postpartum, elle se pointe quand il n'y a plus vraiment personne autour, et quand la mère est déjà très épuisée. Et donc ça vient en douceur s'installer, ce qui fait que ça retarde beaucoup le diagnostic, parce que beaucoup de mères ont l'impression que c'est la vie normale avec un bébé. Que quand on a un bébé, c'est normal d'être épuisé du matin au soir, c'est normal de ne pas dormir, ça fait partie des signes qu'on voit dans la dépression, c'est normal de ne pas dormir la nuit et d'avoir envie de dormir toute la journée.
Ça, c'est très typique, hein, c'est la somnolence diurne. Toute la journée, on ne rêve que d'une chose, c'est de se glisser dans son lit. Et quand arrive le soir, on se glisse dans son lit et puis en fait, on a tellement de pensées dans la tête, d'inquiétudes, d'émotions, etc., qu'on ne dort plus. Enfin voilà, il y a une espèce de cercle vicieux comme ça. Ensuite, ce qui est très caractéristique dans la dépression postpartum, c'est une espèce de tristesse. Alors parfois très présente, très sur le devant de la scène, une tristesse qui fait qu'on pleure sans forcément savoir quoi, mais on peut pleurer beaucoup. Ou on peut ne pas pleurer, mais sentir que c'est là, sous-jacent. C'est-à-dire que le moindre mot, la moindre réflexion, le moindre truc qu'on lit dans une revue ou qu'on voit sur les réseaux sociaux, et ça y est, on pleure. Ou en tout cas, la tristesse est là. Et c'est une tristesse très profonde. C'est pas juste la tristesse qu'on a quand on s'est cassé un ongle alors qu'on vient de les faire refaire, par exemple. Là, non, c'est vraiment une tristesse qui vous prend aux tripes. Et puis, l'autre caractéristique, c'est la présence de l'angoisse. Alors, elle n'est pas pareille selon les mères, mais c'est beaucoup une angoisse liée au bébé, qui s'accompagne de beaucoup de culpabilité. Alors, liée au bébé, ça va être est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien? Est-ce que mon bébé va bien? Est-ce que je m'en occupe de la bonne manière? Est-ce que je lui apporte tout ce dont il a besoin? Est-ce qu'il n'est pas traumatisé par moi? Est-ce que je ne suis pas en train de reproduire ce qu'on a fait dans ma famille et que je ne voulais absolument pas vivre avec mon enfant, etc. Et les mères, particulièrement je dirais les mères d'aujourd'hui, sont des mères qui veulent tellement bien faire et à qui on a tellement dit toutes les belles choses qu'il fallait qu'elles fassent pour que leur bébé aille bien, que c'est sans limite. C'est-à-dire que c'est du matin au soir, chaque seconde, il faut qu'elles répondent dans l'immédiateté aux besoins de leur bébé. Alors qu'il faut répondre immédiatement aux besoins du bébé quand il est tout petit nourrisson. Mais quand il commence à grandir, il a appris à patienter quelques minutes, ne serait-ce que pour qu'on puisse répondre à ses frères et sœurs, par exemple, ou qu'on puisse terminer ce qu'on est en train de faire. Mais pour beaucoup de mères, la naissance a pris toute la place. Donc, beaucoup de culpabilité, beaucoup d'angoisse liée au bébé, beaucoup de fatigue. On parle même d'asthénie. L'asthénie, c'est l'absence de force, vraiment l'absence totale de force. L'asthénie, c'est pas du tout la fatigue ordinaire. Quand on a fait une randonnée en montagne et qu'on a bien marché, on a de la fatigue, mais on est bien. Et le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, on a des courbatures, mais on n'est plus fatigué. L'asthénie, vous avez beau vous reposer, elle est toujours là. Parce que c'est une fatigue profonde qui touche pas seulement le corps, mais aussi la vie psychique. Oui, en fait, ça draine à la fois, l'énergie physique qu'on a et notre, énergie, mentale. Voilà. Et alors, une des caractéristiques de cette asthénie, c'est qu'elle touche aussi beaucoup au fait de s'occuper du bébé, parce que à certains moments, bah, les mères, ça les gave de s'occuper du bébé, mais jamais elles se l'avoueraient, parce que ça serait pour elles, à leurs yeux, être une mauvaise mère. Mais moi, j'ai souvent vu, quand je travaillais à l'hôpital et même en libéral, des mères qui racontent que s'occuper du bébé, c'est trop lourd pour elles, ça les épuise trop. Mais en revanche, travailler ou faire des choses dans leur appartement, moi je me souviens d'une mère qui racontait que s'occuper de son bébé c'était trop, mais par contre elle avait réussi à retapisser la chambre du bébé. C'est-à-dire que ça c'est beaucoup plus fatigant physiquement, mais ça vous décale du souci psychique en fait. Mmh. C'est-à-dire que pendant qu'elle retapissait la chambre, sa famille s'occupait du bébé. Donc pour elle c'était presque un allègement, hein. Voilà. Parce que c'est beaucoup de pression aussi de s'occuper, d'un petit être. Oui, c'est beaucoup de pression. D'ailleurs, beaucoup de mères le disent sous une forme qui me touche toujours beaucoup, c'est de dire tout ce qu'il faut faire pour le garder en vie. Comme si elles avaient reçu ce bébé, et c'est vrai, la réalité, c'est qu'on reçoit un bébé tout impuissant dans le monde, c'est-à-dire qu'il est incapable de subvenir à ses propres besoins et de survivre si on s'en occupe pas très bien au début. Mais pour certaines, il est tellement fragile qu'elles se demandent comment elles vont le maintenir en vie, quoi. Comme si le bébé allait mourir. Et il y a beaucoup de cette angoisse-là Mmh. qui fait beaucoup de pression. Mais en même temps, cette néoténie, on appelle ça la néoténie, le fait que le bébé de l'humain n'est pas prêt pour se débrouiller tout seul, au contraire du petit chevreau qui naît, qui se lève et qui va trouver lui-même la mamelle et très vite qui va brouter. Le nourrisson, lui, il n'a aucune de ces capacités-là. Il n'a pour se défendre dans le monde que son cri et son regard et sa capacité à ensorceler les gens parce qu'il est beau. Mais autrement, il est foutu, quoi, s'il n'a pas tous ces atouts-là. Mais ça fait une pression monumentale, du coup, pour les humains. Et en même temps, c'est parce qu'il est né de cette manière-là et que sa survie dépend des liens qu'il a avec les autres,
qu'il entre dans la dialectique du rapport à l'autre. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a dû, on va dire, compter sur les autres pour s'en sortir dès nos premières heures de vie, qu'on apprend à être en lien avec les autres, à ensuite être empathique, à soutenir un copain qui se fait embêter à la récréation, à donner un coup de main à une copine qui vient d'accoucher, etc. Enfin, ça construit notre relation à l'autre. Donc, c'est très important. Bon, tu vois, je dérive tout le temps, hein, mais faut me rattraper. Non, mais c'est super intéressant et ça m'amène une question. Est-ce qu'il y a des, profils qui sont plus à risque de développer, une dépression du postpartum? Très clairement, il y a des profils entre guillemets un peu plus à risque. Alors je dirais notamment les personnes qui ont vécu des choses très difficiles dans leur existence, des traumatismes, notamment des traumatismes sexuels. On en parle un peu plus maintenant, mais il y a 15 ans ou 20 ans, quand je travaillais à l'hôpital, on en parlait très peu. Et pourtant, nous, en tant que soignants, on était frappés de ce que quand on commençait à explorer un peu l'histoire de nos patientes, des jeunes mères qu'on recevait, il y avait beaucoup de traumatismes sexuels qui avaient été enfouis et qui ressortaient au moment de la naissance, sous forme de peur, en forme de tristesse, etc. De peur pour son bébé, par exemple. C'est-à-dire que quand on a vécu un traumatisme sexuel enfant et qu'on vient d'avoir un bébé, c'est un petit peu comme si on ouvrait la boîte de Pandore de tout ce qu'on a vécu, parce que s'impose alors à ce moment-là l'idée que il faut pas que mon bébé vive ça. Donc, comment je vais faire en tant que mère pour éviter que ma fille subisse elle aussi des traumatismes sexuels ou autres d'ailleurs? Si ma propre mère, mes propres parents n'ont pas réussi à l'éviter, comment je vais faire moi en tant que mère? Mais si j'attends un garçon ou si j'ai un garçon, comment je vais faire aussi pour qu'il ne subisse pas ça aussi, puisque certains hommes ou garçons le subissent aussi, mais aussi pour qu'il ne devienne pas un agresseur, parce que une bonne majorité des agresseurs sexuels sont des garçons. Donc, c'est une responsabilité énorme. Il faut savoir que quand on accouche, au fond, tout ce qu'on n'a pas traité auparavant de son histoire, les difficultés qu'on a eues, les difficultés relationnelles, la maltraitance éventuelle, mais aussi les petites phrases qu'on a entendues toute sa vie, genre t'arriveras à rien ou tu verras quand tu auras des enfants comme tu vas en chier. Ces petites phrases qu'on entend parfois qui sont dites par des parents excédés, hein. Ces petites phrases-là, on croit qu'on les a oubliées et on devient mère et là d'un seul coup elle frappe à la porte en disant ah tu te souviens que ta mère t'avait dit ça quand tu avais 5 ans, etc. Hein, donc toutes ces choses-là, elles viennent prendre une place démesurée dans la rencontre avec le bébé. Les autres facteurs de risque, c'est les mères isolées qui n'ont personne sur qui s'appuyer. Hein, et je pense notamment, pendant des années, là, on parlait de la mobilité professionnelle. On disait à quel point c'était formidable que les gens quittent leur région pour aller bosser à droite, à gauche, etc. Et moi, à Lyon, où je travaille, il y a une forte population de personnes qui sont comme ça, de passage, ou qui sont loin de leur propre famille, de leur univers, de leurs copains, copines, etc. Et notamment donc beaucoup de femmes qui, dans le postpartum, se retrouvent sans appui familiaux parce que les parents sont à Brest ou à Toulouse, par exemple, mais aussi qui n'ont fait que des liens professionnels pour beaucoup. Donc, quand elles se retrouvent en congé de maternité, terme tout à fait galvaudé, congé, hein, mais à ce moment-là, en fait, leurs seules copines, elles sont au boulot et elles sont pas là pour discuter avec elles. Donc, l'isolement, ça compte beaucoup. Les antécédents qu'on peut avoir de traumatismes sexuels, bien sûr, mais aussi de toutes sortes de traumatismes qu'on a pu vivre récemment. Les antécédents périnataux aussi, c'est-à-dire quand on a perdu un bébé in utero, fait des fausses couches, etc. Ça a beaucoup d'impact aussi, ça. On l'oublie assez souvent, mais on devrait carrément dire aux gens que quand ils ont fait une fausse couche ou qu'ils ont perdu un bébé in utero ou après la naissance, il faut qu'ils se fassent suivre pour que ça ne vienne pas s'immiscer entre le nouveau bébé et eux, pour que toute la tristesse qu'ils ont vécue à ce moment-là et qu'ils n'ont parfois pas eu l'espace pour dire, et à ce moment-là un petit peu une écoute d'un psychologue, par exemple. Mais les fausses couches sont tellement, je trouve banalisées aujourd'hui qu'il y a vraiment pas du tout d'accompagnement, hein, pour l'avoir vécu moi-même et c'est vrai que, recommencer une grossesse après une fausse couche, c'est pas évident. Ben oui, bien sûr. Souvent, d'ailleurs, ce sont des grossesses très angoissées, Mmh. avec beaucoup d'angoisse jusqu'au terme où a eu lieu la fausse couche, mais parfois des angoisses jusqu'au terme. Hein. Et puis, ce sont effectivement des choses qui ont été, comme tu dis, banalisées, mais au point qu'il faudrait que ça s'efface. Alors que souvent, les parents, ils ont envie, malgré tout, de faire une place à cet enfant qui n'a pas vécu ou qui a vécu une si petite vie,
mais ils peuvent se trouver en difficulté, presque de loyauté vis-à-vis de cet enfant quand ils ont un nouveau bébé. Donc tout ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas forcément de voir un psy pendant des années, mais parfois d'aller se poser avec cette question-là, parfois en couple. Moi, je reçois aussi des couples dans ces configurations-là, pas seulement des mères. Une autre chose avant que j'oublie par rapport à la dépression postpartum et aux symptômes qu'on voit souvent, je voudrais pas qu'on parle de la dépression sans parler des phobies d'impulsion. Parce que les phobies d'impulsion, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans le postpartum, vraiment énormément. Mais la plupart du temps, les mères n'osent pas en parler, se sentent très mal de les éprouver, très angoissées. Et ce qui est caractéristique, c'est qu'elles en parlent très tardivement, souvent quand le psy ou la personne qui les accompagne leur tend une perche. Alors qu'est-ce que c'est les phobies d'impulsion? Ce sont des sortes de pensées qui s'imposent à la mère, des pensées négatives concernant le bébé. Par exemple, l'idée qu'elle pourrait bien prendre ce couteau qui traîne sur la table pour frapper son bébé avec. Ça peut être des femmes qui ont peur de rester seules avec le bébé parce qu'elles ont peur qu'une impulsion venue d'on ne sait où les pousse à jeter le bébé par la fenêtre ou à le lâcher dans les escaliers ou à le lâcher dans l'eau du bain. Alors, ce qui est assez caractéristique d'ailleurs, c'est que souvent, ce qui met la puce à l'oreille, c'est le fait qu'elles ne peuvent pas rester seules avec le bébé. Elles feraient n'importe quoi pour ne pas rester seules avec le bébé. Donc, certaines vont déambuler dans la ville, d'autres vont réclamer à tout prix que quelqu'un de la famille soit près d'elles, etc. Et par exemple, elles vont refuser de donner le bain toutes seules quand elles sont à la maison, alors qu'elles pourraient s'organiser pour que ce soit tranquille, un moment agréable, etc. Mais il y a trop d'angoisse à ce moment-là. Les phobies d'impulsion, elles donnent souvent la pression aux mères qu'elles sont des mauvaises mères et qu'elles sont même des mères complètement indignes, totalement indignes, vraiment, alors que c'est pas vrai du tout. On a plutôt l'idée que les phobies d'impulsion, c'est un mécanisme adaptatif qui leur permet de faire face à toutes leurs responsabilités. C'est une responsabilité énorme de devenir mère, toutes leurs responsabilités, et d'apprendre intérieurement comment faire face à tout ce qui pourrait arriver. Donc c'est plutôt un phénomène qui pourrait être positif, sauf que les mères le vivent comme quelque chose qui viendrait de leur esprit vicieux, affreux, etc., qu'elles n'ont pas. Alors, ça se caractérise souvent comme une espèce de lutte intérieure, c'est-à-dire elles luttent contre le risque de faire du mal à leur bébé. Mais parfois, ça se caractérise aussi par des images imposées dans la tête, des flashs, comme si elles voyaient par exemple le bébé noyé au fond du bain. Et des choses qui ont une telle force de réalité que certaines en viennent à douter et sont très angoissées à cause de ça. Mais c'est toujours une action qu'elles auraient faite sur le bébé. C'est pas elles voient pas leur bébé, peut-être, mort, à côté? Si, ça peut être ça aussi. Ah d'accord, OK. C'est moins fréquent, mais ça peut être aussi ça. Ça dépend évidemment des mères, parce que là, je fais des généralités. Il faut voir au un par un pour chaque mère comment ça se construit, ce truc-là. Alors, souvent, elles n'en parlent que si on tend la perche. Et moi, ça m'arrive de dire, oh là, quand on est épuisé comme vous êtes, on pourrait avoir n'importe quoi qui passe par la tête, on pourrait même avoir envie de le balancer par la fenêtre. Et là, parfois, ça dénoue quelque chose. La mère voit la psy qui est capable de dire qu'on peut avoir ce genre de pensée-là, et ça lui permet effectivement d'en dire un petit mot. Et alors souvent, une des réponses aux phobies d'impulsion, c'est de proposer que le bébé soit un petit peu gardé pour que la mère souffle. Non pas parce que la mère serait dangereuse, il faut toujours bien préciser à la mère qu'on n'a pas peur qu'elle soit dangereuse, mais qu'on a peur qu'elle soit tellement épuisée que l'angoisse l'envahisse tout le temps. Et donc, on peut penser que les phobies d'impulsion viennent particulièrement quand les mères sont tellement fatiguées, tellement épuisées psychiquement qu'elles ne peuvent plus résister à ces phénomènes-là. Et en général, dès lors qu'on en a parlé, ça s'estompe très vite et ça disparaît. Et quels sont les risques si, la dépression du postpartum, n'est pas prise en charge? Alors c'est une très très bonne question, Alicia, parce que la réalité clinique, je vais dire, c'est que beaucoup de dépressions postpartum ne sont pas prises en charge parce qu'elles ne sont pas dépistées déjà. Quand on dit que une femme sur 6 ou 5 fait une dépression postpartum dans l'année qui suit la naissance du bébé, c'est une statistique à partir des faits repérés, avec une petite extrapolation. Mais on reçoit beaucoup, et moi qui ne reçois pas que des mères avec des bébés, mais aussi plein d'autres adultes,
Je reçois parfois des parents qui ont fait authentiquement une dépression qui n'a jamais été traitée et qui se poursuit en fait. C'est-à-dire qu'elle s'habitue à vivre dans une espèce de souffrance, dans une espèce de difficulté, de mal-être au fond, qui persiste tant qu'on l'a pas traitée. Hein, donc pour certaines, la dépression va s'estomper petit à petit, mais pour d'autres, ça va se poursuivre et ça va provoquer parfois un mal-être avec les enfants qui grandissent. Moi, je me souviens, j'étais frappée d'une femme que j'avais vue à l'hôpital, dont l'enfant rentrait en 6e et qui nous annonçait que sa dépression postpartum avait débuté quand elle l'avait eu comme bébé. Donc, ça faisait 10-11 ans qu'elle traînait une dépression postpartum. Donc, le premier risque, c'est pour la mère et pour son bien-être. Il n'y a aucune raison de souffrir autant sous prétexte qu'on est mère. Hein. C'est qu'il y a quelque chose à traiter et ça se traite extrêmement bien, la dépression postpartum. On sait faire ça, on a les médicaments qu'il faut, on sait mener des thérapies conjointes parents-bébé, on sait ce qu'il faut pour soutenir une mère, on a tous les outils. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment, en termes de santé mentale, c'est une des choses qui se soigne le mieux. Et du coup, comment ça se traite? Alors, ça se traite, il y a 2 outils majeurs, la psychothérapie, avec quelqu'un d'un peu spécialisé dans le domaine, ou en tout cas qui a des connaissances en périnatalité, et éventuellement, c'est pas obligatoire dans tous les cas, mais dans certains cas, un traitement antidépresseur donné par un psychiatre ou par le médecin généraliste. Certaines femmes peuvent tout à fait se passer de ce traitement, mais à condition de faire un travail psychothérapeutique suivi. Suivi, ça veut dire que dans un premier temps, on se voit toutes les semaines pour parler de ses difficultés, trouver d'où ça vient, répondre à certaines questions, trouver des parades, etc. Moi, j'ai tendance à penser que l'antidépresseur est souvent très utile. Il va accélérer le processus, il va permettre qu'on soit mieux plus rapidement, et ça, c'est quand même mieux pour la mère, mais aussi pour le bébé, parce que du coup, j'ai pas trop parlé des répercussions pour le bébé. Pour la mère, c'est très important qu'elle soit mieux. Il n'y a pas de raison de souffrir hein, quand on peut ne pas souffrir. Mais moi, je reçois aussi beaucoup de femmes qui disent non, moi, je suis pas prête pour un antidépresseur, qui veulent s'en passer, etc. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les antidépresseurs et beaucoup de choses qui circulent qui font que ça serait le médicament du diable, quoi. Enfin, Le risque d'addiction aussi, on entend souvent. on entend souvent ça alors qu'on sait que l'antidépresseur ne produit pas d'addiction. Hein, c'est-à-dire que c'est une confusion avec les autres psychotropes comme les anxiolytiques ou les somnifères qui, eux, produisent des addictions, mais l'antidépresseur lui-même, c'est pas une molécule qui produit réellement de l'addiction. Hein, c'est une molécule qu'on doit prendre sur une certaine période, sur une certaine durée pour réguler les choses. Mais je pense que prendre un antidépresseur tout seul pour une dépression postpartum, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si vous aviez une épine enfoncée dans le pied. Si vous prenez du Doliprane parce que ça vous fait mal, c'est formidable. Mais tant qu'on n'aura pas enlevé l'épine, il y aura quand même un truc qui ne va pas. Or, en postpartum, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'épines dans les pieds, quoi. Enfin, qu'il faut retirer une à une toutes ces paroles terribles qu'on a pu entendre au moment de son accouchement, pendant sa grossesse ou avant. Qu'il faut traiter les traumatismes qu'on a subis pour que ça ne s'interpose pas entre la mère et le bébé. Remanier sa vie de couple, hein, parce qu'avoir un bébé, ça modifie considérablement la vie de couple. Et parfois, il faut réorganiser tout un tas de choses. Enfin, une autre des choses qu'on fait dans le postpartum, c'est de revoir avec les mères l'organisation du foyer, comment ça se fait qu'elle fait tout, par exemple, qu'elle se lève toutes les nuits. Alors moi, j'entends très souvent, oui, mais mon mari, il travaille. Alors que elles, c'est bien connu, les mères dans le postpartum, elles travaillent pas, elles passent leur journée à se faire les ongles et à mater des séries. Enfin, on sait très bien que s'occuper d'un bébé, c'est un travail à temps plein. Donc moi, je ne peux plus entendre les mères qui me disent non mais mon mari travaille. Un mari qui travaille, il doit pouvoir s'occuper du bébé une nuit sur 2, par exemple. C'est pour ça que tu m'as demandé tout à l'heure si mon mari se levait du coup toujours la nuit. Absolument, parce que c'est un de mes dadas. Je comprends mieux. Et moi, j'ai une formule que je dis aux mères et qui parfois les fait rire, mais les aide, c'est de dire les nuits paires, c'est le père. C'est-à-dire une nuit sur 2, quand c'est la nuit paire, c'est le père, et puis on discute pas. Alors, c'est pas seulement, bon, il va peut-être se lever 1 ou 2 fois pour donner un biberon ou pour amener le bébé s'il est allaité, ou peut-être qu'il va se lever juste pour changer la couche pour que la mère puisse allaiter mais rester allongée, etc.
Mais les nuits pères, c'est le père, c'est aussi un cadeau qu'on fait au père et au bébé. C'est un véritable cadeau parce que ce sont des moments où ils vont être tout seuls en tête à tête, sur un fauteuil avec un biberon ou autour d'une table à langer. Et ce petit moment de tête à tête est extrêmement précieux pour apprendre à se connaître, pour apprendre aussi à se séparer un petit peu de la mère, etc. Et pour que le père s'investisse. Un père ne s'investit pas auprès d'un bébé s'il ne le connaît pas un peu. Hein, c'est vraiment l'amour de ce bébé qui le pousse à s'investir. Alors le tête-à-tête à 3 heures du matin, je peux te dire qu'il n'est pas toujours, super apprécié. Mais il n'est pas apprécié par la mère non plus. Exactement, exactement et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel, il faut pas lâcher parce qu'on a besoin aussi d'avoir, un soutien, concret du partenaire et je te rejoins complètement, le fait que le partenaire, retravaille, ben, voilà, la maman, elle travaille, aussi, différemment en gardant son bébé, toute la journée et du coup, il faut continuer, à partager. Ça me parle beaucoup puisque j'ai eu, cette discussion, récemment avec mon mari. Mmh. Et puis, il faut vraiment arrêter de parler de congé de maternité. Il faut trouver un Ah autre oui. terme. Mmh. Parce que congé, vous n'êtes pas à la plage, les mères, là. Enfin, c'est pas du tout. Exactement. Même si c'est pas complètement approprié, arrêt maternité, parce qu'on n'arrête pas, justement. On est tout le temps sur Pense, le pont. comme Mmh. arrêt maladie, c'est-à-dire à un moment Oui. donné, on est malade, on s'arrête là, on vient Mmh. d'accoucher, alors, on s'arrête pas, complètement parce qu'on redémarre, beaucoup de choses, mais congé, c'est sûr que c'est absolument pas, approprié. Et alors, cette histoire, tu vois, de nuit père, c'est le père, ça repose aussi sur quelque chose qu'on sait, qui est que si on sait qu'on est de garde pour la nuit auprès de son enfant, on va avoir un sommeil un petit peu moins profond. Parce que certaines mères disent oui, mais il dort tellement profondément. Bah oui, il dort profondément parce qu'il sait qu'il n'a pas à bouger. Hein, mais s'il sait que c'est lui qui va assurer auprès de son bébé, il va avoir un sommeil plus léger. Et la mère, en revanche, si elle s'est dit en se couchant, moi je suis pas de garde cette Mmh. nuit, elle va avoir un sommeil plus profond. Donc c'est ça aussi, c'est que chacun se répartit au moins une nuit sur deux un meilleur sommeil. Mmh. Et pour tenir sur la durée, parce qu'il faut tenir avec un bébé, hein. Et ça, c'est précieux. On a, évoqué, également le fait qu'environ 10 des pères, font une dépression, postpartum. Comment est-ce que ça se manifeste chez eux? Est-ce que tu sais? Est-ce que c'est différent, des manifestations de chez la femme? Je dirais que ça se manifeste un peu différemment parce que les hommes en général sont parfois un peu moins habitués à montrer leurs émotions et donc ils vont plutôt les cacher. Mais ce qui protège probablement les pères, qui fait qu'ils ne sont que 10%, même si c'est énorme 10%, c'est le fait qu'ils retournent au travail pour un certain nombre d'entre eux, donc que ça les protège du corps à corps avec le bébé. Il faudra évaluer quand on aura des congés égaux entre les pères et les mères, donc on a le temps de voir venir, hein. Il faudra évaluer si ça a un effet sur la vie psychique des pères. Mais en tout cas, retourner travailler, ça a un côté un peu protecteur d'une certaine manière. Ce qu'on voit, c'est beaucoup, quand on discute avec ces pères qui font des dépressions postpartum, c'est souvent des pères qui ont beaucoup d'inquiétudes sur comment ils vont être pères, sur comment ils vont être des pères qui éduquent leur enfant, et souvent avec beaucoup de questions sur le père qu'ils ont eu eux-mêmes. Au fond, c'est assez symétrique avec ce que peuvent ressentir les mères, hein, c'est-à-dire quelle mère j'ai eue. C'est ça qui vient hein, dans le postpartum. C'est finalement, on repasse par sa vie de bébé. Quelle mère j'ai eue, comment elle a été, quelle mère je voudrais être. Est-ce que donc certaines voudraient être des mères idéales comme leur propre mère, sans voir que leur mère n'était évidemment pas idéale. Et donc pour certains pères, c'est très difficile aussi, voire douloureux. C'est douloureux, par exemple, de devenir père quand on a perdu son propre père, ou quand on n'a pas connu son propre père, ou quand on a eu un père problématique. Par exemple, un père très autoritaire, un père violent, un père dénigrant, etc. Quand on a été beaucoup dénigré, c'est tout un travail intérieur pour pas se mettre à dénigrer son bébé, pour pas répéter ça. Donc, il y a beaucoup de peur chez les pères et beaucoup de peur de pas être un bon père qui parfois les amène à consulter. Moi, ça m'arrive, notamment parce que je reçois assez souvent des parents avec un bébé et que j'interroge les deux. Alors souvent, c'est les mères qui vont dire qu'elles veulent continuer de venir me voir, mais dans les premières séances où j'ai les deux parents et le bébé, souvent les pères vont confier notamment que eux, ils ont été élevés d'une manière très autoritaire, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas être des parents laxistes, enfin toutes sortes de choses comme ça. La dépression postpartum des pères, c'est aussi beaucoup quelque chose qui questionne le positionnement dans la famille, la place qu'on va avoir. Et est-ce qu'on est vraiment un mec si on s'occupe du bébé? Alors, spoiler, oui,
Bien sûr, même si on s'occupe du bébé nuit et jour, on reste un mec. Enfin, ça change rien, ça. Et on sera juste un mec mieux, hein. Exactement. Pour certains, c'est vraiment des questions qui s'étaient jamais posées et qui surgissent à ce moment-là, quoi. Une des choses qui est vraiment importante, je le repère, moi, quand je rencontre ces hommes-là, c'est le soutien d'autres hommes. Et c'est pour ça qu'il y a des initiatives vraiment formidables. Par exemple, une jeune femme que je suivais, pendant la grossesse, la sage-femme qui la suivait de son côté avait organisé un groupe de futurs pères qui s'est poursuivi dans le postpartum, c'est-à-dire qu'ils ont continué de se voir entre eux, pas d'aller boire un coup entre eux, mais de se parler, etc. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. On voit ça, par exemple, à Lyon, à la Maison de la Parentalité, il y a des groupes de parole pour les pères. Mais parfois, ça va être entre potes, entre collègues de boulot, que des choses vont se dire. Et puis, je pense que de la même manière que les professionnels de santé devraient être attentifs à l'état psychique des mères dans le postpartum, il faudrait que les professionnels de santé, quand ils savent qu'un père a eu un bébé, n'hésitent pas à poser la question: et vous, comment vous allez? Hein, il Mmh. faudrait que cette question, elle soit posée à chaque parent. Et toi, comment tu vas? Et vous, comment vous allez? Mmh. Est-ce Et que un vous vrai priez? comment tu vas. Ah oui, un vrai comment tu vas qui attend une réponse. Exactement. Mm. On arrive quasiment à la fin de notre échange, Françoise, le temps passe trop vite. J'ai encore envie de te poser, des tonnes de questions, mais je vais finir avec 2 d'entre elles. La première, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir de la dépression, postpartum? Est-ce qu'il y a des mesures, qu'on pourrait prendre pour l'éviter? Il y a une mesure qui est certaine, qui marche, c'est que si on a des choses dans son histoire personnelle un peu lourdes, de tous ordres, hein, des choses un peu lourdes qu'on ne peut dire qu'à un psy plus ou moins, où on a l'impression de traîner des casseroles avec soi, où on a eu des expériences douloureuses, que ce soit périnatales ou conjugales, des choses comme ça vaut le coup d'entreprendre un travail psychothérapeutique en amont de la grossesse ou dès la grossesse. C'est assez fréquent que ça arrive, des jeunes femmes qui m'appellent pour dire, ben voilà, on envisage une grossesse, mais là, je sens que je suis pas prête, donc j'ai besoin de venir parler avec quelqu'un de ça, de ce que ça va me faire éprouver, des peurs que j'ai, etc. Et alors ça, c'est vraiment une démarche formidable parce que d'abord, ça évite de s'effondrer pendant la grossesse. Et puis, ça permet de prévenir les choses. Et alors, si on a déjà fait une dépression postpartum, pour une première naissance, ou d'autres troubles psychiques, parce qu'il y a plein d'autres difficultés psychiques du postpartum, si on a déjà fait une difficulté maternelle dans le postpartum de son premier bébé, moi, je conseille de se mettre au travail et de se faire accompagner pendant la deuxième ou la troisième Mmh. grossesse, parce que ça aide vraiment, d'une part, à ne pas idéaliser la naissance, à ne pas en faire un truc tellement merveilleux que on part tête baissée et qu'on tombe dans tous les pièges. Et puis d'autre part, pour traiter les choses douloureuses, pour éviter qu'elles viennent se mettre entre le bébé et soi. Parce que la dépression postpartum, j'ai pas fini de le dire tout à l'heure, mais elle a aussi des répercussions sur le bébé. Et c'est pour ça qu'il faut aussi la traiter, parce que quand on est épuisé, parfois on a tendance à moins mobiliser son bébé ou à moins pouvoir répondre à ses besoins. Et les bébés, ils s'adaptent vraiment à la mère qu'ils ont en face d'eux. Mmh. Donc un bébé qui est face à une mère très déprimée, il va se mettre à, par exemple, à la surveiller ou à l'interpeller beaucoup plus ou à faire le clown. Moi, j'ai vu des bébés de 3 4 mois qui font le clown dans mon bureau comme pour réveiller leur mère qui est trop triste. Ils prennent un peu le contre-pied. Voilà. Et parfois, ils vont avoir du mal à dormir, par exemple, ces bébés-là. Souvent, derrière un bébé qui a du mal à dormir, il peut y avoir aussi une souffrance maternelle ou paternelle qu'il faut rechercher pour que le bébé ne croit pas que c'est à lui de s'occuper des Mmh. parents, Mmh. parce qu'il y a une inversion là. Voilà, donc consulter en anténatal ou pendant la grossesse, ça aide à la prévention de la dépression, mais aussi s'organiser. Alors les mères font ça plutôt pour les deuxièmes ou troisièmes, s'organiser par exemple pour avoir de quoi manger pendant les premières semaines dans le congélateur, faire des petits plats, avoir peut-être quelqu'un quand on a les moyens, c'est pas toujours le cas, mais qui vient faire un peu de ménage une fois par semaine, même si c'est que 2 heures, mais pour qu'on n'ait pas l'impression de vivre dans un chantier permanent. Et puis, plutôt que des bavettes et des bodys et des doudous à n'en plus finir, se faire offrir 2 heures de babysitter par les copines, quoi. Si on a plein de copines, c'est le moment de les solliciter. Certaines, ça va leur donner envie de faire des bébés et d'autres, ça va les vacciner contre ça et ça sera très bien.
Et qu'est-ce que tu dirais à une maman ou à un papa qui se sent au fond du gouffre aujourd'hui? Je lui dirais que d'une part, c'est pas de sa faute, qu'il fait de son mieux et qu'il faut qu'il accepte d'avoir de l'aide pour se sentir mieux, parce que c'est possible. Et je redis, la dépression postpartum, le simple fait d'avoir le terme posé là, ça dit aux mères, c'est une maladie. Si vous aviez une maladie du foie ou une maladie des genoux, vous n'essayeriez pas de lutter toute seule. Vous prendriez de l'aide, vous prendriez le traitement pour régler le problème, etc. Donc, je dirais, la dépression postpartum, c'est douloureux, c'est violent à vivre, ça bouleverse de la tête aux pieds. Parfois, on en sort grandi, mais au prix de beaucoup de souffrance. Mais en tout cas, si on le traite, on en sort guéri, c'est-à-dire qu'on sait traiter ça. Hein. Et parfois, une dépression postpartum, c'est le signe qu'il faut changer des choses dans sa vie. Donc, il faut aussi accepter de parfois changer son métier, parfois changer son compagnon, enfin, plein de choses en fait. Hein. Mais en tout cas, je leur dirais, ne restez pas au fond du trou parce qu'il n'y a pas d'aide au fond du trou. On a besoin des uns des autres, comme le bébé a besoin des autres pour survivre, les parents ont besoin des autres. Merci beaucoup Françoise pour ce message de fin très inspirant, mais surtout pour toutes les informations précieuses que tu nous as partagées aujourd'hui. Je suis convaincue que ça ne pourra qu'aider. Ah oui, alors tu me montres un livre en même temps. Oui, je te montre un livre parce que j'ai eu l'honneur de le préfacer et vraiment, on retrouve toutes ces choses-là dans un livre qui s'appelle Dépression postpartum, la face cachée de la maternité, chez Larousse. Et c'est écrit par Chloé Bédoué et Élise Marsand, qui sont deux femmes de Maman Blues absolument formidables. Et donc, vous saurez tout sur la dépression postpartum, y compris avec plein d'adresses, plein de conseils, etc. Moi, vraiment, je conseille ce bouquin partout, tout le temps, y compris à mes patientes, parce que femme avertie en vaut deux. Et quand on a un bébé, il vaut mieux être deux. Exactement. Merci beaucoup pour le partage de cette ressource. Je mettrai la référence aussi dans la bio de l'épisode. Encore merci pour toutes les précieuses informations que tu nous as partagées aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Et je te dis à très bientôt, Françoise. À bientôt. Au revoir. La dépression postpartum, c'est une vraie maladie. Ce n'est pas un manque de volonté ou une faiblesse. Comme l'a souligné Françoise, il existe des solutions. Et personne ne devrait rester seul face à cette souffrance. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à en discuter autour de vous. Et surtout, souvenez-vous, demander de l'aide, c'est déjà un premier pas pour aller mieux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite sur Insubmersible.